Michael Schumacher, acte 2 sur F1i TV, avec les années Ferrari, mais les années, le défi Ferrari d'abord, Ziv, sur lequel on terminait notre séquence précédente, sachant qu'il y a eu des années galères, hein, parce qu'avant de connaître la réussite qui a été la sienne, il y a eu quand même 4 ou 5 ans où ben voilà, les résultats n'ont pas suivi, même si on sentait venir quand même une montée en puissance et surtout une volonté, une détermination exacerbée, non seulement dans le chef de Michael Schumacher, mais aussi de toute l'équipe sous la houlette de Jean Todt. Oui, mais c'était formidable pour Michael d'arriver chez Ferrari en 96, parce que, dans le fond, il était attendu comme le Messie. Parce qu'ils avaient passé vraiment une longue traversée du désert. La pression était plutôt sur eux, parce que depuis Prost, ils n'avaient pas eu quelqu'un de son calibre, du calibre de Michael Schumacher. Donc il arrive en 96, bon, la voiture est mauvaise, hein, mais malgré tout, il nous fait des exploits incroyables. Je pense à Barcelone sous la pluie. Extraordinaire. Ça, c'était fantastique. C'est peut-être le plus grand exploit de sa carrière, parce que là, il a donné une leçon de pilotage à tout le monde. Il tournait 3-4 secondes autour plus vite que tout le monde, que tous ses adversaires, même des gens qui étaient forts sous la pluie, hein, comme Alesi et tout ça. Donc, à ce moment-là, vraiment, c'est tellement bénéfique pour la Scuderia, parce qu'on sent qu'il y a un leader, il y a une direction. Oui, et puis, voilà, d'entrée de jeu, il marque de son empreinte la Scuderia, il redonne espoir, quelque part, aux tifosi. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est le plan de carrière. C'est pourquoi Michael Schumacher va-t-il chez Ferrari? Qui fomente ça? Qui organise ça? Eh bien, tenez-vous bien, c'est Bernie Ecclestone lui-même, qui a imaginé que pour la F1, d'abord, il fallait un pilote allemand, hein, il y avait RTL comme diffuseur, et ensuite, il fallait une belle histoire, et que Ferrari avait besoin, la F1 a besoin de Ferrari, et Bernie est le premier à le souligner. Et donc, le transfert de Michael chez Ferrari a été facilité par Ecclestone, en tout cas encouragé par Ecclestone, mais Michael lui-même avait besoin d'un défi. Il devait un peu couper le cordon avec Walkinshaw Briatore, hein, parce que bon, il y avait quand même eu des événements hein, et une méthode, je dirais, parfois discutable. Donc il devait un peu s'émanciper de tout ça. Et du coup, ben, le plus beau défi pour un pilote, évidemment, c'est d'emmener la Scuderia vers la gloire. Et oui, et puis il leur amène aussi une rigueur, un travail qu'on n'avait jamais vu auparavant. Hein. Michael, il faut dire, c'est un type... Bon, à l'époque, on pouvait tourner autant qu'on voulait, alors Fiorano, c'est un très très bel outil hein, de travail, et Michael en a fait usage, mais comme personne. D'abord, il tournait sans relâche, et puis il avait une condition physique que personne n'avait. Donc, petite anecdote, hein, donc c'est une semaine avant Barcelone, et ils tournent au Castellet, et bon, il y a l'écurie Winfield, hein, école de pilotage, et il pleut, mais à torrent, personne n'ose sortir, et il s'étonne d'entendre un bruit d'un moteur Ferrari, et c'est Michael qui tourne sous la pluie sans relâche. Tout le monde est étonné, ils vont voir, et c'est vraiment un festival. Et la semaine d'après, voilà. Il gagne Barcelone haut la main. Et le week-end suivant, il gagne dans les mêmes circonstances, comme quoi il n'y a pas de hasard. Voilà. Autre fait marquant hein, de cette époque, c'est Jean Todt, évidemment. Et c'est Jean Todt qui facilite aussi, qui bâtit une équipe autour de Michael Schumacher. Et c'est Michael qui dit Ross Brown. Et c'est Ross Brown qui dit Rory Byrne, qui sont des gens qui viennent de Benetton, qui ont été champions du monde avec Michael en 95-96. Donc, quelque part, Ferrari va un peu faire son shopping avec un budget illimité. Hein, et donc, on va chercher Ross Brown et Rory Byrne, qui est le ticket à l'époque pour faire un package gagnant. Et Michael amène aussi cette rigueur. Alors, dans l'autre voiture, il y a Eddie Irvine, donc il n'y a pas vraiment de comparaison possible, et donc Schum est le patron incontesté de la Scuderia. Alors en 97, là, ils ont une voiture qui commence à être correcte, hein, qui est la première dessinée par Rory Byrne, et du coup, ben, Michael est dans le coup pour le championnat. Sauf qu'en face, il y a les Williams-Renault qui restent quand même des références, et Adrian Newey, avec Newey en face, et c'est le moteur Renault, avec Jacques Villeneuve en 97, après le titre de Démonil en 96. Oui, voilà. Et on se souvient, alors bon, il y a eu quelques belles bagarres, il y a eu des victoires mémorables de Michael, mais il y a eu évidemment, là encore, cette finale, hein, discutable,
à Jerez. Oui, c'est très dommage, hein, parce que mais c'est vrai que il courait après ce titre, il avait envie d'avoir un titre avec Ferrari, et il a eu un geste malheureux, hein, c'est vraiment malheureux, il a été fort puni pour ce geste, donc il a été exclu du championnat. On lui a pas enlevé ses victoires, ce qui est un peu bizarre. Oui, par contre, on lui a enlevé ses points, et c'était donc l'année de Jacques Villeneuve, l'unique titre de Villeneuve. On lui a officiellement enlevé ses points, mais regardez un peu dans les stats. Et Vous croyez que les points de 97 n'y sont pas, hein, tout ça est assez, assez relatif. Non, ce qui est significatif, c'est le geste, c'est la réflexion mentale, c'est le réflexe. Le gars qui, comme à Adélaïde en 94, plutôt que de tout perdre, boum, il veut éliminer son adversaire un coup bas, quoi, hein, clairement. Alors, c'est pas réfléchi. Je ne dis pas que le type est à ce point tordu qu'il n'y a rien de prémédité là-dedans. Mais sur le moment, moi, je pense qu'il se fait un peu piéger par Villeneuve. Parce que Jacques va faire un dépassement, limite, peut-être qu'il va le sortir, peut-être que ce sera l'inverse. Parce que moi, ça me fait penser un peu au dépassement de Ayrton Senna sur Prost, Suzuka 88 à la chicane, 89 à la chicane. C'est-à-dire le freinage ça passe sous sa cage. Suicidaire, le côté voilà, on freine au panneau trop tard, tant pis, et on s'appuie sur l'autre ou on pousse l'autre. Mais Jacques le réussit, hein, voilà, sauf que Jacques le réussit, et surtout Michael a le mauvais réflexe, quoi. De nouveau le mauvais réflexe. C'est-à-dire, voilà, surpris, pris en flaque, eh bien, il prend, voilà, et il y a ce geste rageur où il veut casser, quoi. Ouais. Et ça va pas. Ça va pas. Et bon, il est puni, et fortement puni, et ça ternit toute sa carrière après. C'est très dommage, parce que il nous crédite d'exploits extraordinaires par ailleurs. Oui, mais ça ternit pas toute sa carrière. Mais avec Adélaïde 94, Jerez 97, ça fait quand même beaucoup. Une fois, on peut dire, bon, le gars, il était jeune, il a erreur de jeunesse. Là, ça commence à faire beaucoup, et puis après, malheureusement, il y en aura d'autres. Hein. Et donc, c'est ça qui fait que, voilà, la réputation de Michael, malgré son palmarès monumental, eh bien, elle reste quand même entachée de ses coups bas. Et alors, les années de galère chez Ferrari continuent, parce que, effectivement, ce Grand Prix à Jerez est aussi le réveil de Mika Häkkinen. Il gagne son premier Grand Prix là, ce jour-là, et alors, 98-99, on a Mika Häkkinen qui devient, dans le fond, le plus grand rival de la carrière de Michael Schumacher. Il y avait un immense respect entre ces deux-là. J'ai envie de dire le seul rival. Oui, il était vraiment à la hauteur. Et on a Mika Häkkinen avec une McLaren, et Newey entre-temps est passé chez McLaren. Et donc la traversée du désert, disons, entre guillemets, de Ferrari continue en 98-99. Oui, même si Michael est en mesure de se battre avec Mika. Hein. 98, tout à fait. 98, c'est vrai que les McLaren ont un petit coup d'avance et Häkkinen est sur une spirale positive. Je rappelle qu'il y a un passé chargé aussi entre Häkkinen et Schumacher. Macao. Qui remonte à la Formule 3. Hein. Macao. Donc il faisait déjà des mauvais coups avant la F1. Hein. Michael, il était coutumier du fait. Macao, où donc il expédie Häkkinen dans le mur, dans le mur au dernier tour, alors que Häkkinen pouvait se contenter de faire deuxième puisqu'il avait gagné la première manche. Enfin bref, c'est de l'anecdote, mais voilà, c'est des dossiers qui s'accumulent. Et ça, on peut être pro, anti, voilà. On aime ou on n'aime pas le bonhomme, mais il y a des faits, malgré tout. Et ça ils sont indiscutables. Alors, venons à la saison 99, si tu veux bien, Zif, parce que là, Ferrari prend petit à petit le dessus sur McLaren. Ferrari est en mesure de gagner le championnat, d'apporter enfin ce premier titre mondial depuis 79, hein, depuis 20 ans. Hein. Scheckter, le dernier. On attendait de ça, depuis Scheckter. Donc 20 ans de traversée du désert. Là, on se dit, ça y est. Et puis, il y a cet accident à Silverstone avec Michael qui se brise les jambes hein, dans le premier tour du Grand Prix de Grande-Bretagne. Tu t'en souviens ? Ah oui, tout à fait. Mais en plus, ça tombait très mal hein, pour Ferrari parce qu'il voulait fêter donc 20 ans sans titre et puis avoir un titre finalement en 99. Et puis, il n'était pas écrit dans le script que ça pouvait être Irvine. Eddie Irvine qui est un pilote correct, mais dans le fond, il a reçu une victoire cadeau à Hockenheim de Mika Salo. Cette année-là, oui. Il se fait dominer par Michael. Oui, c'est pas un grand. Donc, et c'est lui qui joue le titre. Donc, c'est un peu embêtant. Michael revient au Grand Prix de Malaisie. Il lui colle tout de suite une seconde au tour. Enfin, il montre toute sa classe. Et pas seulement ça, il lui donne la victoire. Contraint et forcé. Contraint et forcé. Et c'est Irvine qui joue le titre
jusqu'à Suzuka. Alors, quelque part, même chez Ferrari, Mika Hakkinen est titré. J'ai l'impression qu'il y a un ouf de soulagement Absolument. parce qu'ils avaient envie Absolument. que Michael soit là. Absolument, et ça aussi, c'est significatif de cette équipe et de cette mentalité, hein, de la méthode Todd, hein, puisqu'il y a quand même Jean Todd aux commandes, Michael, Ross Brown, etc. Eh bien, l'histoire en réalité, l'accident de Silverstone, Yves, écoute bien ce que je vais dire, Irvine, le samedi du Grand Prix d'Angleterre, il a signé chez Jaguar pour 3 ans. Il n'est plus chez Ferrari. Donc, servir la soupe de Michael Schumacher, c'est terminé. Un peu, on a vécu ça hein, chez Ferrari dans d'autres circonstances avec d'autres pilotes. Une fois que le gars est parti, il se libère, et en tout cas, il se libère de ses obligations de porteur d'eau, parce qu'ils étaient vraiment considérés, et ils ont toujours été considérés sous le régime Todd Schumacher, comme des larbins, hein, les Barrichello, Irvine et compagnie, et Felipe Massa. Irvine, le samedi, donc, il signe avec Jaguar, et le dimanche, il prend un bon départ, Michael est derrière lui, et dans la ligne droite, un gars straight vers Stowe, Michael vient à côté, je ne sais pas s'il y a du radio Todd ou pas, mais en tout cas, Irvine, lui, il freine le plus tard possible, ce qui oblige Michael à aller dans la partie sale de la piste, et il ouvre son freinage, il tire tout droit, et il tape à 200 et quelques, parce qu'à Stowe, on est vite, il tape à 240 à l'heure dans les pneus, et il se brise les jambes. Quelque part, je ne vais pas dire que c'est la faute d'Irvine, mais Michael n'avait pas l'habitude qu'Irvine lui résiste. Quoi. Et là, Irvine lui résiste, ce qui n'est pas prévu dans le script, comme tu dis. Mais ça va, c'est au point que la suite du Grand Prix, Irvine peut gagner. Irvine perd la course dans les stands, avec un ravitaillement un peu rock'n'roll. Et où est Jean Todt, à votre avis? Sur la passerelle de commandement Ferrari? Sûrement pas. Pas du tout, il est à l'hôpital de Northampton avec Michael. Et ça donne exactement le contexte de cette saison 99. Et par la suite, effectivement, Irvine gagne un ou deux grands prix par la fenêtre, hein, Mika Salo à Hockenheim ou Michael à Sepang. Sepang où il y a encore le sketch des bargeboards, là, des pontons, enfin vous voyez ce que je veux dire, les déflecteurs, voilà. Qui n'étaient pas tout à fait ils sont disqualifiés, puis finalement ils sont requalifiés. Enfin bref, FIA, c'était Ferrari International Assistance, comme disaient les Anglais. Et finalement, effectivement, à Suzuka, alors que Irvine arrive en tête du championnat, eh bien il perd le titre au profit de Mika Hakkinen. Je me souviens d'avoir posé la question à Irvine après les essais, aux interviews. Pas une seule pole position de toute la saison, Eddie. Est-ce que être champion du monde sans avoir fait une seule pole de l'année, est-ce que ça ne te gênerait pas un peu? Bon, c'était moche comme question. Hein. et lui, bon, il a répondu que c'est le dimanche qu'on marque des points, etc. Mais c'était quand même significatif. Et chez Ferrari, c'est vrai que ça l'aurait foutu mal d'avoir Eddie Irvine champion du monde, alors que c'est Michael qui avait fait tout le boulot. Donc voilà, on va évidemment continuer l'histoire avec la période de gloire des années 2000 de Schumacher et de la Rossa.